La France est l'un des premiers pays à signer les accords culturels avec le Gabon pour l'accompagner dans la structuration de la télévision gabonaise. D'autres accords bilatéraux se succèdent, à savoir le Brésil, le Mexique et le Québec. Bonsoir à tous et bienvenue dans Gab Culture. Voici le portrait de celui qui se fera le plaisir d'être notre invité ce soir. Né un 28 février 1947 en Alsace à Cervène, Raymond Mayer est un professeur d'anthropologie et d'ethnomusicologie à l'université Omar Bongo de 1976 à nos jours. Il est le premier directeur du département d'anthropologie créé en 1997. Il fonde le laboratoire d'anthropologie Laban qu'il dirige de 2003 à 2008. Il est responsable de la formation doctorale de sciences sociales à l'université Omar Bongo pendant 15 ans et professeur invité à Lyon 2 de 2004 à 2012. Raymond Mayer est venu au Gabon dans le cadre de la coopération française pour former l'équipe cinématographique d'éducation populaire et produire des spots animés. À cette occasion, il a réalisé le premier générique couleur de la chaîne 1 RTG et réalisé également près de 150 documentaires pour le compte du Gabon, tels que Les éléphants sont dans les plantations, Histoire du peuple du Gabon, les Baka, les Bakola. Raymond Mayer a été lauréat de 2 bourses franco-américaines pour les recherches doctorales qui lui ont fait soutenir 2 thèses doctorat, dont le doctorat d'État à l'université Paris 5, la Sorbonne. Écrivain de 2 livres, un sur la Polynésie et un autre sur l'histoire de la famille gabonaise qui est à sa 2e réédition. Il est gabonais et a acquis la nationalité gabonaise due à son mariage depuis 35 ans avec Berthe Béné qui devint mère à Lambaréné de 1997 à 2003. Raymond Mayer a dirigé 25 thèses et a participé à 50 jurys dont la plupart en France, en Italie et au Gabon. Il est le président de l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry. De 1960 à 1980, plusieurs infrastructures culturelles sont construites, notamment la Bibliothèque nationale, le musée de Libreville d'art et tradition, l'École nationale d'art et manufacture, ENAM. 30 ans plus tard, le développement culturel du Gabon stagne. C'est le thème de ce numéro. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie du professeur Raymond Mayer. Professeur, bonsoir. Bonsoir Jennifer, bonsoir aux téléspectateurs. Alors avec vous, on va parler du développement culturel du Gabon. Et là de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce serait de savoir si finalement les cultures s'éteignent. Beaucoup de gens croient qu'à cause de la mondialisation, entre autres, les cultures ont une fin. Mais il faut surtout voir que les cultures sont avant tout créatives en permanence. Donc au lieu de dire les cultures s'éteignent, il faut dire, en tout cas c'est ce que je dirais ce soir en permanence, les cultures s'allument. Elles s'allument en permanence. Je peux vous donner un exemple. La danse de Gaulle, surtout les anciens connaissent la danse de Gaulle qui a lieu du côté de Logoué Lolo, qui a lieu à Anjolé. Et cette danse de Gaulle existait avant le personnage historique de Gaulle. Je peux d'ailleurs, pour vous amuser, vous dire, moi j'ai vu le général de Gaulle vivant, j'étais en classe de 4e, il était venu, c'était vers la fin de la guerre d'Algérie, et tout le lycée, j'étais dans un lycée en Alsace, avait réuni les lycéens pour accueillir et faire la haie d'honneur au général de Gaulle. Donc ce général de Gaulle entre tout d'un coup dans une danse qui préexistait, ce qui montre que la création est permanente et on intègre les éléments modernes. Donc les cultures s'allument, elles créent, elles sont créatives. Voilà la réponse. Vous qui avez commis pas mal de livres sur les clans, lignages et bien sûr nos valeurs familiales. Oui, alors vous faites allusion au livre « Histoire de la famille gabonaise » qu'il m'est arrivé d'écrire 15 ans après mon arrivée au Gabon. Ça fait 40 ans que je suis là. Je suis arrivé en 1976. Vous parliez de la période 60-80-90.
Donc, moi, je suis arrivé en 1976, ça fait donc, je peux vous parler de 14 ans de création d'infrastructures au Gabon. Mais pour ce qui est de la famille gabonaise, effectivement, je suis entré dans la famille gabonaise, j'ai fondé une famille gabonaise, franco-gabonaise. D'où l'intérêt. Voilà. Et donc, je me suis intéressé aux particularités des cultures familiales, parce qu'on croit que les familles gabonaises, c'est une seule structure, une seule culture. En réalité, il y a des cultures très différentes. Au nord de l'Ogooué, par exemple, les familles sont patrilinéaires ou étaient patrilinéaires, parce que maintenant, elles deviennent, dans le langage scientifique, elles deviennent cognatiques. Maintenant, si vous voulez que je fasse un cours, ça c'est un cours de 6 mois. Et au sud de l'Ogooué, elles sont traditionnellement matrilinéaires. Il y en a qui croient qu'il y a une seule culture patrilinéaire au Gabon. En général, on dit les Fans. Mais en réalité, il y a 15 cultures, toutes situées au nord, les Akélé, ici les Pongoué plus récemment. Donc, beaucoup de cultures sont patrilinéaires. Les matrilinéaires au Gabon sont plus nombreuses, hein, les familles patrilinéaires. Mais le Gabon, donc, en lui-même et sur le plan culturel familial, montre qu'il y a une diversité de cultures, donc forcément il y a une diversité de créations culturelles, comme on le disait tout à l'heure. Alors si on prend par exemple le cas du peuple Fan ou même du peuple Pounou, et là ce serait de savoir qu'est-ce qu'on entend par clan, par lignage, la bonne explication ce serait? Oui, alors ça c'est évidemment les termes français. Hein, il faut toujours voir sous le terme français le terme qui est utilisé dans la langue. Donc il faut voir Ayong chez les Fans, et puis les clans Pounou, Ibandu, etc. Et ensuite, vous devez voir les différents termes utilisés par la langue pour savoir à quoi ça correspond. Souvent, clan et lignage, c'est une manière approximative, francisée, hein, de traduire cette diversité des compositions structurelles de la parenté. Mais ça, effectivement, ça montre encore que les cultures sont tellement riches qu'on ne peut pas en parler en 1 ou en 2 minutes. C'est pour ça que c'est un cours entier à l'université de toute une année. Et donc peut-être pour revenir sur notre thème, on parle oui, bien sûr du développement culturel au niveau du Gabon et on s'intéresse aux industries culturelles. Qu'est-ce qu'on entend par industrie? Alors, vous savez que justement, il y a un Gabonais qui a fait sa thèse de doctorat sur les industries culturelles. J'étais même membre du jury pour la petite histoire. Professeur Canel, docteur Nganja Ngoulou, voilà, à Lyon 3. Parce que moi-même, j'ai travaillé pendant 7 ans à la RTG chaîne 1, quand il n'y avait qu'une seule chaîne au Gabon. Et donc, j'ai une petite expérience. J'ai également frayé à ce moment-là avec Charles Massa, dont Jean-Marie, oui. Et puis les autres, il y avait également Dixon, Gauthier Révignet. Bref, donc c'est un milieu de cinéastes, et Henri-Joseph Koumba, c'est un milieu de cinéastes et de télévision que j'ai fréquenté professionnellement pendant un certain nombre d'années. Donc c'est ce qu'on peut retenir sur le développement des industries culturelles. Alors, industrie culturelle, ça veut dire que maintenant, la culture, au lieu de se transmettre uniquement à l'oral, elle va pouvoir se transmettre avec les moyens actuels. Ces moyens changent sans arrêt. On va dire il y a 50 ans, c'était les livres, mais depuis lors, maintenant, c'est le cinéma. Philippe Maury, les tam-tams se sont tus. Donc, le cinéma, le théâtre, les danses, les ballets. Et en même temps, on ne peut pas parler d'industrie culturelle sans pour autant parler de politique culturelle. Surtout qu'en de 1960 à 1980, on avait déjà beaucoup de textes qui régissaient cette politique au niveau du Gabon. C'est un peu normal. Le pays est devenu souverain en 1960 et donc il s'est doté des infrastructures. Tout ce que vous avez dit, c'est des institutions qui ont été créées après l'indépendance et qui ont reçu donc des infrastructures dont elles avaient besoin. Hein? Et pour autant, ça ne veut pas dire que la vie culturelle s'est arrêtée après la création de ces institutions. Regardez le nombre de gens qui ont été formés à l'ENAM, ou le nombre de fonctionnaires qui ont été affectés au musée, ou qu'est-ce qu'il y avait encore comme troisième institution? C'était la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale, oui, ben, on a vu pendant quelques années qu'elle était en réfection. En même temps, par Internet, il y a beaucoup d'informations accessibles. Je parle même des livres ou des articles, tout est en ligne.
Donc on n'est plus obligé de se déplacer vers la bibliothèque. On a la bibliothèque sur son écran d'ordinateur ou sur son smartphone. Professeur Maillard, dites-nous quand même, quelle est l'importance aujourd'hui de la convention de l'UNESCO au niveau du Gabon? Alors, l'UNESCO est un organisme intergouvernemental qui a été créé en 1945 à la suite de la naissance des Nations Unies. C'est donc comme on dit dans le système des Nations Unies, c'est un organisme, une organisation spécialisée, donc qui est chargée éducation, culture, sciences. Et donc le Gabon, tout naturellement, a démarré l'UNESCO, pas en même temps que tout le monde, mais en tout cas peu après l'indépendance, il a rejoint l'UNESCO. Et l'UNESCO a même classé le parc de la Lopé au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc ça fait connaître sur le plan mondial les richesses de notre pays. Elles sont beaucoup plus importantes que nous le croyons parfois ici à domicile. Oui. Il suffit de voir au Louvre, par exemple, si vous avez 20 pièces de sculpture africaine, vous êtes sûr qu'il y en a 3 du Gabon. Mais vous voyez, 3, il y a 54 pays en Afrique. Eh ben, même quand il n'y a que 20 pièces, il y en a 3 du Gabon. En parlant de ces pièces au niveau, par exemple, du musée de Louvre, on constate comme ça qu'il y a beaucoup de nos richesses qui ont été spoliées et qui sont aujourd'hui exposées en étranger et on n'a même pas un seul centime au niveau du Gabon. Oui, c'est vrai, c'est paradoxal et en même temps, provisoirement au moins, ça permet la survie de toutes les pièces qui ont été collectées il y a déjà plus d'un siècle. Nous le voyons ici au niveau du musée, on se plaint de l'invasion des termites. On a du mal à garder les pièces en l'état, tandis que dans les autres climats, au moins elles sont préservées. Et disons, il y a quelques spécimens dans chaque musée du monde d'objets fabriqués au Gabon. Donc effectivement, si nous n'avions plus rien là, nous pourrions nous plaindre, mais en réalité, nous savons que dans les villages, toutes ces pièces qui sont dans les musées en Europe, elles sont parfaitement vivantes dans les danses actuelles qui sont continuées au niveau des villages. Bien sûr, nous n'avons pas de groupe folklorique comme au Kenya ou dans d'autres villes qui se produisent au niveau des hôtels, mais réjouissons-nous que les cultures soient vraiment vivantes, parce qu'elles sont vivantes, je dis village, mais en réalité, elles sont vivantes au niveau des familles, qui est un retrait de deuil ou des obsèques, etc. Tous ces objets qui sont des accessoires de rituels, dont donc certains spécimens se retrouvent en Europe, en Occident, dans tous les musées, y compris asiatiques, mais ces objets qui sont morts dans les musées, ils sont encore parfaitement vivants ici. Ce sont des reliques que l'on utilise toujours. Absolument. Bon, les masques même ne sont pas des reliques parce que quand le masque est fendu, on le change. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la cérémonie que le masque accompagne. Mais la cérémonie en elle-même est plus importante, c'est comme les danses. Et cette vitalité-là se transmet encore de génération en génération. Je vois des villages, moi je connais à côté de Lambaréné, dans les villages, vous avez des enfants de 3-4 ans qui dansent déjà comme les anciens, donc ils reproduisent. Et alors, tant qu'il y a cette reproduction au niveau du village, surtout que les petits-enfants sont souvent éduqués par les grands-parents et autres, on peut être sûr que les cultures, justement, ne vont pas s'éteindre, elles vont se perpétuer, mais elles vont en même temps emmagasiner des nouveautés. L'information, vous voyez bien, tous les jours nous nous informons, mais cette information gagne également les cultures et les cultures s'enrichissent des informations du monde actuel. Oui, mais on constate quand même que beaucoup de nos jeunes actuellement ont une méconnaissance de leurs coutumes ancestrales. Alors là, vous avez un peu raison parce que j'ai enseigné à l'université qui s'appelait encore Université nationale du Gabon, UNG, en 1976. Les gens connaissaient leur clan, leur lignage, on parlait de clan et de lignage. Bon, je n'ai pas précisé qu'en français, le clan, ça se réfère à des entités familiales qui se réclament du secours d'un ancêtre animal, tandis que les lignages, c'est la succession des parents humains. C'est la petite distinction qu'on met, en tout cas dans les termes français. Et donc les jeunes, en 1976, connaissaient parfaitement leur clan et leur lignage. Vous demandez maintenant dans la même université clan et lignage, tous les enfants qui ont été éduqués en ville ne connaissent plus leur clan et leur lignage. C'est pour ça d'ailleurs que l'université, on va produire dans le cadre d'un laboratoire une encyclopédie des lignages avec des récits en langue originale.
Ça veut dire qu'on va pratiquer la cinquantaine des langues bantoues du Gabon pour exposer les migrations des différents lignages, et une encyclopédie, comme son nom l'indique, ça va produire une sorte de capital culturel pour le pays. En parlant d'université, on va apprendre ce côté scientifique, culturel, et peut-être nous donner des informations en rapport, bien sûr, avec les nombreux Gabonais que vous avez formés à ce jour de plus de 40 ans au Gabon. Oui, alors effectivement à l'université, nous avons développé, mais je ne suis loin d'être seul, c'est pour ça que j'ai apporté des livres de tous les étudiants qui ont été formés, qui sont allés très loin, puisqu'à l'heure actuelle, nous comptons 40 docteurs en anthropologie. Puisqu'en venant au Gabon, donc moi j'avais fini mes thèses d'anthropologie en France, mais mes thèses ont porté sur l'Océanie, sur des îles océaniennes très petites. Mais bon, et donc au Gabon, 40 anthropologues ont donc passé leur doctorat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, voilà justement un livre qui est la production, le produit dérivé de la thèse, 400 pages sur les maquinas, ce qu'on appelle encore parfois les fanmequets, mais vous avez des ouvrages également dérivés de thèses, protection animale au Gabon. Le gars a étudié justement la question des parcs nationaux, l'attitude des populations par rapport à l'administration des parcs. Ça fait déjà 4 thèses qui ont été consacrées à ce sujet, avec chaque fois des solutions différentes. Une autre thèse apportée, ça va dire quelque chose à tout un chacun, sur la SMAG, un anthropologue. Quand on parle de culture, il faut également parler de culture industrielle, des nouvelles cultures, et voyez, quelques cultures peuvent se transformer ou être remplacées par d'autres, mais on ne remplace jamais par rien. Et donc, au niveau du travail, les cultures d'entreprise sont également décrites par les anthropologues. Voilà un ouvrage d'une thèse sur la SMAG. Tout le monde connaît la SMAG, nous mangeons le pain. Une société, oui, bien sûr. Voilà, une société française qui s'est installée là. Mais nous avons également les linguistes. Voilà un dictionnaire des noms propres pour nous que j'ai préfacé, mais c'est un travail remarquable. Pour la première fois depuis Raponda Walker, un Gabonais a fait un dictionnaire. Il a fait un dictionnaire de la langue pové, et là, il a fait un dictionnaire des noms propres. C'est comme un dictionnaire, des noms propres en pounou avec leur explication. Vous voyez donc que l'université, ce n'est pas simplement le lieu où il se passe on ne sait trop quoi, c'est également un haut lieu de la production. Ma collègue qui est malheureusement décédée à l'UOB, voilà, qui m'avait succédé au département et au laboratoire, Stéphanie Kogué, a fait un très bel ouvrage, Anthropologie de la socialisation. À elle seule, elle a publié 5 livres. Vous voyez donc que la production culturelle, voilà une industrie culturelle, le début, mais c'est toujours des productions singulières, mais elles utilisent le moyen de diffusion universel, parce que là, tous ceux qui lisent le français peuvent le lire dans le monde entier. Oui, mais après, on se dit très peu aujourd'hui qu'on continue de lire. Voilà, alors c'est effectivement là où on est là dans les industries culturelles, c'est-à-dire il faut adapter le moyen des contenus au nouveau public et puis aux moyens ordinaires qu'utilise le public en permanence. Donc effectivement, notre réflexion à l'heure actuelle, non seulement la réflexion, mais la production doit s'insérer dans les nouvelles dynamiques des réseaux sociaux, parce que nous sommes informés de différentes manières. Il faut donc que la culture scientifique prenne également les mêmes réseaux. Alors en parlant de réseaux sociaux, là on a envie de savoir au niveau donc, de toute cette belle richesse, est-ce qu'on a la possibilité de retrouver tout ce patrimoine, par exemple sur le site du musée virtuel? Le musée virtuel, ce n'est pas une exception, c'est une société française qui est venue filmer les objets qui étaient là et qui, au niveau de l'UNESCO, en a fait un musée qui est consultable dans le monde entier. Donc au moins c'est fait. Mais rien ne nous empêche, comme dans toute production cinématographique, de doubler cette entreprise et de la doubler cette fois-ci à partir d'auteurs gabonais, de créateurs gabonais, de cinéastes gabonais, de vidéastes gabonais, de réalisateurs gabonais, d'animatrices comme vous, gabonaises, de façon à être dans un pays souverain. On doit quand même être maître de sa production,
même si sur le plan international, il y a forcément, non pas un mélange, mais une distribution qui est très éclatée. Et justement, imaginez un réalisateur en langue japonaise, une télévision japonaise, va prendre pour le public japonais, hein, ils sont quand même 150 millions là-bas, et donc il faut justement rendre le pays attrayant au point que tous les pays s'y intéressent. Vous avez parlé tout au début de l'émission de la France. Oui. Vous savez qu'on ne sait pas pourquoi, c'est le pays qui accueille le plus de tourisme. Hein? Ce n'est pas pour autant qu'il fait le plus de bénéfices avec le tourisme, mais allez savoir pourquoi. Donc, l'histoire du patrimoine, mais également les créations actuelles, hein, parce que vous n'avez pas eu connaissance de cette étape-là. On voit les Champs-Élysées à l'heure actuelle, mais la pyramide en verre au Louvre, c'est une création de l'époque de Mitterrand. Hein. L'Arche à la Défense, pareil. Là, vous avez un exemple précis d'adjonction d'éléments culturels à chaque étape de la progression d'un pays. C'est exactement la même chose. Hein. Le musée dont vous avez parlé, le musée des arts et traditions, en attendant qu'il y ait peut-être d'autres créations liées ou au parc de la Lopé, ou bien la géologie, les découvertes qui ont été faites sur les ADN complexes à Franceville, ça mérite d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO aussi, et avec des développements spécifiques, enfin en infrastructure, qui permettent d'attirer des touristes. Alors, professeur, vous avez parlé de quelque chose de très important. Vous avez fait allusion au Japon et également de la France. Et là, on se demande, au niveau du Gabon, est-ce qu'un jour, on peut arriver à avoir un développement culturel rentable, économiquement parlant? Alors, on a l'habitude de dire qu'aux États-Unis, où il y a l'industrie aéronautique et automobile, en tout cas où il y avait cette industrie la plus avancée, ce pays fait davantage d'économies avec les productions télévisuelles, cinématographiques, tout ce qui est animation et tout ce qui est distraction, qu'avec la production sidérurgique. Hein, c'est d'ailleurs l'idée qui animait à l'époque la création du Sisiba au Gabon, puisqu'on disait, avec tous les modèles culturels que nous avons en Afrique, on doit pouvoir justement développer ça. On ne va pas parler de manière industrielle, mais on peut rendre ça rentable. Donc, c'est une question d'organisation, c'est une question de distribution. Je vous donne un exemple. Oliver Ngoma, qui faisait partie de la télé, chanteur. Je vais dans les îles polynésiennes, à côté des îles Fidji. À 9 h du matin, on entend quoi? Une chanson d'Oliver Ngoma. Je demande aux gens, mais lui là, c'est qui? On me dit, oh, c'est un Antillais. Vous voyez comment il est perçu au loin. Donc là, vous avez l'image du Gabon, à 20 000 km du Gabon. Et donc, bon, on ne fait pas les choses pour être vu à 20 000 km, mais quand à 20 000 km, on regarde les productions du Gabon, ça veut dire que quelque part, le Gabon est intéressant, qu'il est musicalement intéressant, il pourra être cinématographiquement intéressant, intellectuellement intéressant, scientifiquement intéressant, avec l'exemple de Franceville, la géologie dont nous parlions. Et ce qu'il y a de bien dans cette expérience, c'est que des Gabonais sont formés en géologie de façon à prendre le relais des découvertes faites d'abord avec l'appui de quelqu'un d'extérieur au pays pour qu'on soit les maîtres de notre destin. Oui, je suis d'accord avec vous, mais si on prend par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest, au niveau du Burkina Faso, beaucoup de personnes se plaisent à dire aujourd'hui que cette culture que l'on représenterait au niveau du Burkina, elle serait diluée. Alors que si on prend le cas par exemple avec le Gabon du Bwiti, où on ne donne que quelques petites informations aux profanes, ce serait une culture ancestrale qui pourrait être encore maintenue 15 ans ou 20 ans un peu plus tard. Vous êtes d'accord avec cela ? Tant que les Gabonais auront besoin de thérapeutique, auront besoin de rituels, parce que là, on parle de Bwiti, mais c'est le terme commun. Récemment, j'étais dans une thèse sur l'Ombwiri, parce qu'il faut quand même traduire la diversité des rituels qui sont réalisés au Gabon et ne pas couvrir avec un seul mot. Bon, on le fait dans la vie courante, il n'y a rien de blâmable là-dedans, mais dans la réalité, il faut quand même tenir compte. Il y a une cinquantaine de groupes culturels différents, connus autrefois sous le terme d'ethnie. Maintenant, on va dire que c'est des cultures, des cultures traditionnelles ou comme on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que
ces rituels appuient des systèmes de croyances qui sont effectivement des systèmes originaux. Il y a un étudiant, un anthropologue, qui a étudié la sorcellerie politique, pour voir que, vous voyez, on a peur de... Oui, il y a de rien, tabous on étudie qui sont oui, désormais étudiables. La France, le Gabon sont deux pays bicamérales. Il y a une Assemblée nationale, c'est des régimes présidentiels de part et d'autre, et pourtant la culture politique n'est pas du tout la même. Avec des apparences identiques, vous pouvez avoir des cultures différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel des cultures, souvent, ne se voit pas. Et ça demande énormément de temps. Et c'est pour ça, en même temps, qu'on peut être sûr que les cultures ne vont pas s'éteindre, mais continuer à s'allumer. On va allumer les feux culturels pendant longtemps, que ce soit rentable ou pas rentable, parce que les cérémonies, les rites dont nous parlons, elles sont parfaitement en phase avec les besoins de la population actuelle. Et là, il n'y a pas besoin de parler de rentabilité. C'est une forme d'expression majeure des besoins de la vie et puis de la mort. Ces gens, justement, qui ne meurent pas, puisque dans le système de croyance, contrairement à tout l'Occident, où à la mort, on disparaît, on attend maintenant la fin des temps, mais dans le système gabonais, dans le système africain en général, les morts ne sont jamais morts, ils sont simplement passés côté invisible, mais on a toujours une relation, et justement, les rituels continuent, c'est presque un acte de communication, on est chez les communicateurs là. Et donc, c'est un acte de communication avec les parents et autres. Professeur Raymond Maillard, nous sommes parvenus au terme de notre émission. Et là, la dernière question, ce serait, on parle de symposium national au niveau du Gabon, mais également des escales documentaires de la fête des cultures. Et dans peu de temps, Gabon, 9 provinces. Pensez-vous véritablement que ces quelques événements pourraient rendre un jour culturellement le Gabon rentable dans l'économie? Mais bien sûr, de toute façon, c'est un objectif qui reste toujours devant nous. Donc, il ne tient qu'à nous, qu'à développer et internationaliser. C'est peut-être là où nous avons encore un peu à faire, mais nos cultures sont vivantes. Les rendre rentables, c'est justement les formations que nous devons assurer dans les universités à l'heure actuelle pour avoir le personnel adéquat pour développer exactement dans le sens que vous dites et que nous disons ensemble. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Likez notre page Facebook et surtout, allez visiter notre chaîne YouTube. Nous, on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Gab Culture. Bonsoir.